La nuit est glaciale dans ce petit village du Tarn. Nous sommes à Cagnac-les-Mines, un ancien bourg minier qui s'endort à peine après le couvre-feu imposé par la pandémie de 2020. Les rues sont désertes. Les lampadaires projettent des halos jaunes sur l'asphalte humide. Il est environ 4 heures du matin. Dans une maison à la façade claire, au bout d'une impasse, un téléphone s'allume, puis s'éteint. Quelques secondes plus tard, une silhouette semble glisser dans la nuit. Elle porte une doudoune blanche et disparaît dans l'obscurité. Cette silhouette, ce sera la dernière fois qu'on verra Delphine Jubillard vivante. Cédric, son mari, se réveille peu après. Il regarde autour de lui. La maison semble vide. À 4h09, il compose le 17. Sa voix est calme. « Ma femme a disparu. » C'est le début d'une affaire qui, 5 ans plus tard, hante encore la France entière. Mais qui était vraiment Delphine Jubillard? Et comment une simple nuit d'hiver a-t-elle pu devenir le théâtre d'un des mystères criminels les plus fascinants et sombres de ces dernières années? Avant de devenir le visage tragique des journaux télévisés, Delphine Jubillard était une femme simple, souriante, ancrée dans sa terre natale du Tarn. Elle est née au cœur des années 80 dans une famille modeste de la région d'Albi. Son enfance se déroule entre les collines vertes, les routes de campagne bordées de platanes et les petites maisons aux toits de tuiles rouges. Les proches la décrivent comme lumineuse, toujours prête à aider. À l'école, elle excelle sans jamais se vanter. Très tôt, elle se passionne pour la danse et les arts créatifs, mais ce sont surtout les métiers du soin qui l'attirent. Son rêve, devenir infirmière pour s'occuper des autres. Dans sa jeunesse, Delphine vit déjà une vie ponctuée de responsabilités. Elle est l'aînée, celle sur qui on peut compter. Cette personnalité stable et douce va la suivre toute sa vie, jusqu'à sa rencontre avec un garçon du coin, Cédric, un apprenti plaquiste aux yeux clairs et au sourire malicieux. Les débuts sont simples et heureux. Ils s'installent ensemble dans une maison de lotissement à Cagnac-les-Mines, non loin de la famille de Delphine. En 2010, un premier enfant vient au monde, suivi d'un second, quelques années plus tard. La vie semble tracée. Delphine travaille comme infirmière de nuit à l'hôpital d'Albi. Cédric continue ses chantiers. Mais derrière les photos de famille souriantes, des fissures apparaissent. Le couple s'use lentement. Cédric, décrit par certains comme immature et fier, a des colères soudaines. Delphine, elle, s'éteint peu à peu jusqu'à envisager de refaire sa vie ailleurs. Elle échange alors en secret avec un homme rencontré sur Internet. Personne dans le village ne se doute encore que ce qui couve dans ce pavillon banal finira par devenir l'un des faits divers les plus médiatisés de la décennie. L'année 2020 s'achève, mais à Cagnac-les-Mines, l'air semble déjà plus lourd qu'ailleurs. Dans leur pavillon beige au volet blanc, Delphine et Cédric Jubillard vivent côte à côte, mais le fossé émotionnel qui les sépare se creuse jour après jour. Les voisins l'ont remarqué. On les voyait de moins en moins ensemble. Elle promenait les chiens seuls, lui semblait souvent ailleurs. À l'intérieur, la maison se divise en 2 univers. D'un côté, le coin de Delphine, ses carnets, ses vêtements pliés avec soin, le téléphone toujours à portée de main pour envoyer des messages à son amant virtuel, rencontré quelques mois plus tôt. De l'autre, le repère de Cédric. Ses outils, ses bouffées de cigarettes et ses colères contenues qui éclatent parfois dans des cris que seuls les murs entendent. Selon les témoignages ultérieurs, Cédric savait que quelque chose se passait. Des messages interceptés à la volée laissaient deviner que Delphine voulait le quitter. Elle projetait une nouvelle vie avec cet homme rencontré en ligne, loin de ce village qui lui semblait soudain étouffant. À l'approche des fêtes de fin d'année, le ton monte souvent. La maison est encore décorée de quelques guirlandes de Noël, mais l'ambiance est glaciale. Les enfants, eux, perçoivent sans comprendre ces silences tendus, ces portes qui claquent. Le 13 décembre 2020, Delphine confie à une amie qu'elle prépare sa séparation. Le 14 décembre, elle envoie encore des messages affectueux à son amant, lui promettant qu'elle tient bon. Dans la nuit du 15 au 16, elle regarde une série sur son téléphone dans le salon, pendant que Cédric s'occupe du petit dernier. Et puis, la coupure. Les enregistrements téléphoniques le montreront. À 6h52, le téléphone de Delphine est déverrouillé une dernière fois.
À 7h48, il s'éteint définitivement. Dans ces heures sombres, personne ne sait encore que la France entière parlera bientôt de cette disparition. La nuit du 15 au 16 décembre 2020 est froide sur le Tarn. Le ciel noir est percé de quelques étoiles et l'air sec porte l'odeur des feux de cheminée. Dans le pavillon des Jubillards, tout semble endormi. Pourtant, c'est cette nuit que tout bascule. Il est environ 23 heures. Delphine s'affaire encore dans la maison, les enfants sont couchés. Elle envoie quelques messages à son amant. « Je tiens bon, bientôt la liberté ». Sur le canapé du salon, elle regarde une série sur Netflix, émitouflée dans sa doudoune blanche. Dans la chambre, Cédric fume, joue sur son téléphone et jette des regards en coin à la lumière bleue qui éclaire le couloir. Il sait que quelque chose lui échappe. La dernière activité sur le téléphone de Delphine sera enregistrée à 23h47. Après, le silence. Dans les heures qui suivent, les versions se brouillent. Cédric affirme s'être réveillé vers 3h45, ne pas l'avoir vue, puis avoir cherché partout. Il dit avoir fouillé le lotissement, pensant qu'elle promenait les chiens, avant d'appeler la gendarmerie à 4h09. L'enregistrement de cet appel montre un ton étrangement posé. « Ma femme a disparu. Elle est partie promener les chiens et elle n'est jamais revenue. » En quelques minutes, la patrouille locale arrive sur place. La recherche commence. Les lampes torches balayent les fossés et les jardins. Les chiens de Delphine, eux, sont retrouvés à la maison, calmes. Les chaussures et sacs à main de la jeune femme sont toujours là. Dans l'air gelé de cette nuit d'hiver, le mystère vient de naître. Les premières heures de recherche. Le matin du 16 décembre, les gendarmes élargissent le périmètre. Une battue citoyenne s'organise, les voisins sillonnent le bois de Drignac, les drones et hélicoptères thermiques scrutent la campagne. Mais rien. Pas une trace, pas un vêtement, pas un corps. Dans le lotissement, les murmures commencent. Comment une femme peut disparaître ainsi sans bruit, en pleine nuit? Le 16 décembre 2020 au matin, Cagnac-les-Mines se réveille dans une atmosphère lourde. Le balai des gendarmes, dans les rues encore gelées, attire rapidement les regards. Une infirmière du village a disparu, sans témoin, sans bruit. Dès l'aube, les premiers renforts de la brigade de recherche d'Albi arrivent sur place. Les enquêteurs déploient un dispositif d'urgence. Battus dans les bois, recherche avec chiens pisteurs, inspection des puits et fossés, survol en hélicoptère thermique. Mais à la tombée de la première journée, le constat est glaçant. Aucune trace. Dans ce genre d'affaires, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Dans plus de 8 disparitions sur 10, le conjoint est impliqué. Les gendarmes se tournent donc naturellement vers Cédric Jubillard. Dès les premières auditions, un malaise s'installe. Son calme apparent intrigue, son récit de la nuit varie légèrement à chaque fois, et certains détails frappent les enquêteurs. 1. Les chiens n'ont pas aboyé cette nuit-là. 2. Les volets de la maison étaient fermés de l'intérieur. Delphine n'a emporté ni téléphone, ni clé, ni sac. Pour les gendarmes, l'hypothèse d'un départ volontaire devient de moins en moins crédible. Dès le 17 décembre, l'affaire devient nationale. Les JT montrent les images des battus, les réseaux sociaux s'enflamment. Des citoyens bénévoles se joignent aux recherches. Les journalistes campent devant la maison des Jubillards, transformant cette impasse tranquille en scène médiatique permanente. Chaque geste de Cédric est scruté. Sa façon de fumer sur le pas de la porte, de parler aux caméras avec un léger sourire, choque l'opinion publique. Les enquêteurs fouillent la maison. Ils relèvent des incohérences. Un linge en train de sécher en pleine nuit, des traces de nettoyage récentes, le téléphone de Delphine retrouvé dans le salon, éteint. Pendant ce temps, l'entourage de Delphine commence à parler. Elle voulait partir, elle avait un amant, elle préparait sa nouvelle vie. Ces révélations transforment la disparition mystérieuse en suspicion de drame conjugal. Mais pour les enquêteurs, il manque l'élément clé, le corps de Delphine. Sans lui, aucune certitude, et Cédric reste libre. Les jours passent, puis les semaines, et dans Cagnac-les-Mines,
le temps semble s'être figé autour de l'absence de Delphine. Les affiches disparues jaunissent sur les poteaux électriques et les habitants commencent à murmurer. On ne retrouve jamais rien. C'est comme si elle s'était volatilisée. Mais pour les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, il n'y a pas de disparition mystérieuse. Il y a un suspect, et ce suspect est Cédric Jubillard. Pendant que le village hiberne, les laboratoires travaillent. Les données téléphoniques deviennent des preuves silencieuses. Le téléphone de Delphine s'éteint définitivement dans la nuit du 15 au 16 décembre. Celui de Cédric reste actif, mais ses déplacements GPS ne corroborent pas tous ses dires. Les chiens pisteurs, eux, marquent à plusieurs reprises près de la maison, jamais au-delà. Lors de ces auditions, Cédric change de version par petites touches. Tantôt, il dit s'être endormi avec son fils, tantôt, il prétend avoir cherché Delphine à l'extérieur avant d'appeler la gendarmerie. Pour les enquêteurs, chaque hésitation, chaque détail qui bouge devient une pièce du puzzle. Le 20 décembre 2020, un nouveau nom surgit, l'amant de Delphine. Cet homme, vivant à plusieurs dizaines de kilomètres, confirme les échanges secrets et la volonté de séparation. Elle devait quitter Cédric. Elle m'avait dit qu'elle allait lui parler après Noël. Cette déclaration, combinée aux tensions conjugales connues, transforme l'hypothèse de la disparition volontaire en quasi-certitude d'un drame domestique. Mais il manque le corps. Toujours le corps. Janvier 2021. Cédric se replie sur lui-même. Il parle aux médias, parfois de façon étrange. On dit que c'est moi, mais je n'ai rien fait. Il participe même à une battue devant les caméras, les mains dans les poches, pendant que des bénévoles fouillent les fossés. Ce comportement paradoxal est mal perçu par l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, l'étiquette du coupable lui colle déjà à la peau. Le 16 juin 2021, 6 mois après la disparition, la gendarmerie passe à l'action. Cédric Jubillard est interpellé à son domicile. Devant les caméras, menotté, il quitte son pavillon beige pour être placé en garde à vue. L'accusation est claire, homicide volontaire sur conjoint. Le cercle s'est resserré, mais une question reste entière. Où est le corps de Delphine? Le 16 juin 2021, à l'aube, le silence de Cagnac-les-Mines est déchiré par le bruit des pneus de la brigade d'intervention. Les gendarmes encerclent le pavillon des Jubillards. Quelques minutes plus tard, Cédric, en short et t-shirt, est menotté devant la France entière. Ce jour-là marque un tournant judiciaire. Cédric est placé en garde à vue, soupçonné d'homicide volontaire sur conjoint. Les premières déclarations durant 48 heures d'audition, Cédric nie tout. Il répète inlassablement « Je n'ai rien fait. Je dormais avec mon fils. Quand je me suis réveillé, Delphine avait disparu. » Pour les enquêteurs, son calme est étrange. Son récit change de détails et plusieurs éléments matériels posent problème. Les lumières de la maison vues éteintes alors qu'il dit avoir cherché dehors, les chiens calmes, comme s'il connaissait celui qui était sorti dans la nuit, le linge lavé et étendu en pleine nuit que les experts jugeront suspect. Le 18 juin 2021, Cédric Jubillard est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss. C'est le début d'un marathon judiciaire. Son avocat clame l'absence de corps, d'armes, de preuves directes. Le parquet réplique avec un faisceau d'indices graves et concordants. Les mensonges et contradictions, le contexte conjugal explosif, l'absence totale de traces extérieures à la maison. Dans les mois qui suivent, l'affaire connaît des échos médiatiques permanents. Cédric est écouté dans sa cellule. Des codétenus affirment qu'il aurait laissé échapper des confidences. L'un d'eux rapporte même « Il a dit qu'elle était dans un endroit où personne ne la retrouverait. » Mais aucune localisation précise n'est donnée. Les recherches continuent dans les carrières, les puits, les bois du Tarn, en vain. Entre 2023 et 2025, l'affaire continue d'évoluer. Des fouilles supplémentaires sont menées près du lotissement et dans les bois environnants. Un fragment de tissu retrouvé en 2024 est analysé, mais il ne permettra pas d'identifier formellement Delphine. Début 2025, un nouveau témoignage en détention fait état d'aveu partiel. Cédric aurait reconnu, dans un moment de colère, avoir fait taire Delphine cette nuit-là, sans préciser l'endroit où il l'aurait laissée. Ces révélations relancent l'émotion publique
et confirme l'orientation criminelle du dossier. Après 4 années d'instruction, la Cour d'assises du Tarn a fixé le procès de Cédric Jubillard à septembre 2025. L'ouverture est prévue le 15 septembre. 3 semaines d'audience sont programmées. Les enfants de Delphine, désormais sous la garde de la famille maternelle, seront représentés par un avocat. L'opinion publique attend ce procès comme l'ultime chapitre d'une affaire qui hante la France depuis presque 5 ans. Mais sans corps, ni preuve irréfutable, le mystère plane encore. Et l'ombre de l'acquittement plane autant que celle de la condamnation à perpétuité. Depuis la disparition de Delphine en décembre 2020, l'affaire a été marquée par un long imbroglio judiciaire, rythmé par des avancées fragiles et de nombreux non-dits. Les dernières années ont vu plusieurs rebondissements majeurs. En particulier, des fouilles approfondies dans la région, notamment en 2024, ont permis la découverte d'un fragment de tissu qui, malgré toutes les analyses, n'a pas pu être formellement relié à Delphine. Cette absence de preuves matérielles concrètes maintient le voile de mystère sur la vérité. Plus récemment, en début d'année 2025, un témoignage venu de l'intérieur de la prison a secoué le dossier. Un codétenu a affirmé que Cédric Jubillard aurait fait des aveux partiels, reconnaissant dans un moment de colère avoir fait taire Delphine cette nuit-là. Ce témoignage, bien qu'imprécis sur les détails et l'emplacement du corps, a ravivé les interrogations et renforcé la thèse d'un drame conjugal fatal. Ces éléments, ajoutés aux contradictions dans les déclarations de Cédric et à l'absence totale de traces extérieures dans la nature, ont conduit à sa mise en examen pour homicide volontaire, avec un procès prévu en septembre 2025. Toutefois, sans le corps et sans preuve directe irréfutable, la justice devra s'appuyer sur ce faisceau d'indices, sur la crédibilité des témoignages et sur la cohérence de l'ensemble des éléments pour trancher. Ce suspense insoutenable, mêlé à l'attente de ce procès crucial, continue de hanter la mémoire collective, illustrant la difficulté de rendre justice lorsque la vérité se fait silencieuse.